Vladimir Poutine a donc fait profil bas dans son discours lors des cérémonies du 9 mai à Moscou. Un discours destiné surtout à la population russe, un discours qui n'avait pas un ton particulièrement belliqueux et surtout un discours qui n'avait rien de triomphaliste. Et il est vrai que Vladimir Poutine aurait quelques peines à vanter les résultats de son invasion de l'Ukraine. Pour parler crûment, et au-delà de la propagande des uns et des autres, il s'est planté. Il s'est planté sur les capacités de résistance de l'armée ukrainienne. Il s'est planté sur le sentiment pro-russe qu'aurait dû manifester une partie de la population. Et là, c'est la faillite de ses services de renseignement. Et surtout, il s'est planté sur les capacités de son armée. Tout le monde d'ailleurs s'est trompé. Pour deux raisons. La première, c'est que faire la guerre à Grozny en Tchétchénie, à Alep en Syrie, ou monter une opération spéciale en Géorgie voire en Crimée est une chose. Engager une vraie guerre contre une nation de taille respectable en est une autre. En Syrie, il n'y avait pratiquement pas de troupes russes au sol. Il y avait des forces spéciales, très aguerries, infiltrées chez les djihadistes, qui pouvaient guider les tirs des missiles et des avions. Mais l'adversaire n'avait pas de moyens antiaériens ou électroniques. Et c'est la seconde raison de l'échec de l'armée russe. Elle avait sous-estimé l'aide que l'OTAN, ou plutôt les États-Unis, pouvaient ou allaient apporter à l'armée ukrainienne. Celle-ci a été équipée et entraînée par les anglo-saxons depuis des années. Elle s'est préparée au combat, ce qui fait dire aujourd'hui à Poutine que c'est l'Ukraine qui allait attaquer la Russie et que l'invasion russe était une mesure préventive. L'armée russe est sous-équipée en drones, l'Ukraine suréquipée. Et surtout, ses systèmes de télécommunications, ses capacités satellitaires ne sont pas au niveau de ceux de l'OTAN, des États-Unis en l'occurrence, qui ont été mis en temps réel au service de l'Ukraine. Moscou n'a pas réussi à prendre le contrôle total du ciel. Enfin, les généraux russes ont oublié cette vieille loi de la guerre qui veut que les forces du pays qui attaque, qui envahit, doivent être 2 à 3 fois supérieures à celles du pays qui se défend. Or, Moscou n'a mobilisé qu'un peu plus de 150 000 hommes pour une armée ukrainienne de 250 000 hommes auxquels se sont ajoutés des millions d'Ukrainiens armés dans le cadre de la mobilisation générale pour la défense territoriale. Autre erreur stratégique, ne pas avoir coupé tout de suite la frontière avec la Pologne depuis la Biélorussie. Au lieu de cela, les Russes ont tenté de prendre Kiev où ils ont subi un échec cuisant. La frontière avec la Pologne était peu défendue, mais il est vrai que la population dans cette partie de l'Ukraine est viscéralement anti-russe. Aujourd'hui, certains en Russie relancent l'idée d'une attaque sur la frontière pour couper précisément les livraisons d'armes occidentales qui transitent par elle. Mais il est sans doute trop tard. Les Biélorusses se font plus discrets et surtout, Moscou n'a plus les capacités de lancer une telle opération terrestre. Dès lors, Poutine doit rabattre ses prétentions et il se concentre désormais apparemment sur le Donbass, avec un point d'interrogation sur Odessa. Pour comprendre l'évolution sur le terrain, il faut regarder les cartes. Entre la frontière polonaise et le Donbass, il y a plus de 1100 km, Dunkerque à Perpignan. La ligne de front actuelle dans l'Est et le Sud-Est fait 900 km. C'est gigantesque. Aujourd'hui, chacun des deux camps est confronté au défi de ces distances et à une sorte de course de vitesse. Pour l'Ukraine, il faut tenir, autant que faire se peut, la ligne de front au centre du Donbass et régler des problèmes de logistique complexes pour approvisionner en hommes et en matériel les troupes au contact. Dans le même temps, Kiev cherche à obtenir des micro-victoires au nord dans la région de Kharkiv, avec un double objectif, desserrer l'étau russe sur la ville et surtout se rapprocher de la frontière russe pour pouvoir, si possible, y faire des incursions spectaculaires et frapper ainsi les esprits grâce à une communication dont les Ukrainiens sont devenus les champions. Pour les Russes, il faut réussir à grignoter au centre du Donbass, avec sans doute comme objectif final la ville de Kramatorsk. Mais cela prend du temps. Un temps compté, car l'armée ukrainienne reçoit les nouveaux équipements occidentaux, notamment américains. Dès lors, il est vital pour les Russes de détruire systématiquement les infrastructures à l'intérieur de l'Ukraine par lesquelles transitent ces matériels. C'est ce qu'ils ont commencé à faire depuis quelques semaines, visant systématiquement le réseau ferroviaire, mais aussi les ponts, et notamment ceux sur le Dniepr, ce vaste fleuve qui est une frontière naturelle au centre de l'Ukraine. Ces destructions sont faites surtout à partir des missiles, et il semblerait que les Russes commencent à avoir des problèmes de production de ces missiles en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Ensuite,
Ces missiles sont inefficaces sur des cibles mouvantes, notamment les camions qui transportent de nuit les matériels lourds. Seule l'aviation, et encore, peut attaquer ces cibles mobiles, mais là, les Russes se méfient en raison des systèmes de défense antiaérien mobiles dont sont dotés les Ukrainiens. Dans l'état actuel de l'armée russe, de ses pertes, d'une certaine démotivation, il semble exclu qu'elle puisse pousser vers Odessa. Elle n'en a pas les moyens. Sans doute, Vladimir Poutine commence-t-il à réfléchir à un plan B, ou même plutôt à un plan C. Celui de finaliser la mainmise sur ce qui reste du Donbass, mais baisser les bras sur Kharkiv et bien sûr Odessa, avec l'idée d'aboutir à une sorte de statu quo, comme ce fut le cas déjà en 2014, en négociant un cessez-le-feu forcément fragile. Reste à savoir si les Ukrainiens et surtout les Américains seraient d'accord pour un tel cessez-le-feu qui consacrerait certains gains territoriaux pour les Russes.